TF1 20h avec Roger Giquel. Georges Ségui, après son entretien avec Raymond Barre, la sécheresse risque de s'installer dans les relations sociales. Péage sur l'autoroute A4, rien n'est encore décidé, affirme Jean-Pierre Fourcade. Sécheresse, chacun fait ses comptes, ce soir, un céréalier. Les écoliers français sont des vernis, ils ont les vacances les plus longues du monde. Bonsoir. Elle a commencé cette fameuse semaine de concertation à l'hôtel Matignon entre le Premier ministre Raymond Barre et les partenaires sociaux avant la mise sur pied du plan anti-inflation. Monsieur Barre a l'intention d'écouter, jour après jour, tous les grands leaders syndicaux et ceux des organisations patronales, en sachant très bien que tous ne viendront pas lui dire « D'accord, monsieur Barre, vous voulez nous associer à la lutte contre l'inflation, eh bien, nous sommes avec vous ». Le Premier ministre avait dû prévoir que ce défilé des partenaires sociaux allait le mettre dans la position de devoir entendre beaucoup plus le langage de la revendication que celui du consensus. Deux leaders syndicaux ont été reçus aujourd'hui, André Bergeron de Force ouvrière et Georges Ségui de la CGT. Vous allez voir que l'un et l'autre n'ont pas du tout retenu les mêmes enseignements après leur tête-à-tête avec M. Barre. Après leur déclaration, vous aurez la première analyse de François Gault. D'abord Georges Ségui. C'est le langage que M. Chirac nous tenait au mois de juillet l'an dernier, présenté par une autre personne. Le gouvernement déclare qu'il veut bien s'occuper de l'inflation, de la hausse des prix, du chômage, mais il ne propose pas des solutions de nature à résoudre réellement ces grandes questions. Et il reste muet sur les propositions concrètes que nous avons présentées, propositions que nous croyons constructives, conformes à l'intérêt de toute la population active et surtout à l'intérêt national. Nous regrettons beaucoup qu'aucune négociation dans ces conditions ne puisse s'engager. Malheureusement, il est à craindre que la sécheresse n'affecte également les relations sociales. Par conséquent, après ces entretiens, on peut dire qu'un consensus avec la CGT reste impossible. Consensus, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que les organisations syndicales cautionnent une politique gouvernementale entièrement consacrée à la satisfaction des grands intérêts privés qui sont à l'origine de l'inflation et qui tirent profit de l'inflation? Ou bien est-ce que ça signifie que l'on va s'orienter réellement dans le sens d'une politique de progrès social conforme à l'intérêt des travailleurs et donc à l'intérêt national? Dans la deuxième hypothèse, nous serions des interlocuteurs réalistes, sérieux, constructifs, et nous ne manquerions pas de d'engager nos responsabilités. Malheureusement, il ne semble pas que nous en soyons encore là. Ce matin, avant la CGT, c'est André Bergeron et FO qui avaient donné le coup d'envoi à ces consultations sociales, avec un thème, entre autres, l'avenir de la politique contractuelle. Oui, on ne mettra pas en cause le principe de la liberté de négociation des salaires. Deuxièmement, les contrats actuellement en cours d'application dans la fonction publique et le secteur nationalisé seront respectés. Enfin, pour ce qui est de l'an prochain, les négociations s'engageront le moment venu et il n'y a a priori aucune raison de penser que ces contrats pourraient ne plus exister. En somme, de cette première journée de consultation sociale, on peut tirer trois premières conclusions, j'insiste sur le mot première. D'abord, Raymond Barre, le Premier ministre, n'a rien révélé et on s'y attendait un peu de ce que serait sa politique de lutte contre l'inflation. Pour connaître les mesures au plan anti-inflation, il faudra attendre le Conseil des ministres du 22 septembre. Deuxièmement, la politique contractuelle des salaires ne sera pas remise en cause, et à ce propos, vous venez d'entendre André Bergeron, le secrétaire général de Force ouvrière. Enfin, troisième point, selon la CGT qui a été reçue tout à l'heure par le Premier ministre, selon la CGT, il n'existe aucun consensus social possible avec le gouvernement. À ces toutes premières conclusions, il faut ajouter que Raymond Barre n'entend prendre aucune décision avant d'avoir écouté tous les partenaires sociaux tout au long de cette semaine, mais le Premier ministre a bien précisé aussi à André Bergeron que la politique qu'il mènerait pour lutter contre l'inflation demanderait des efforts et des sacrifices à toutes les catégories de Français. Prochain rendez-vous demain avec les cadres de la CGC.
Demain, Raymond Barre participera aussi à la table du chef de l'État à un important déjeuner politique avec les ministres qui représentent les différentes tendances de la majorité. Vous savez que c'est M. Olivier Guichard, ministre de la Justice, qui préside le groupe de travail qui doit rechercher la cohésion de la majorité et son efficacité en vue des futures élections municipales 77, législatives 78. Dans l'opposition de gauche, on prépare un projet de contrat pour la gestion des communes qui sera en quelque sorte le document de base, le mini-programme commun des municipalités, sur lequel devraient s'appuyer les listes d'union de la gauche, qui sont en voie de constitution. Georges Marchais propose une large concertation sur ce contrat jusqu'à la mi-octobre. Ceci a été clairement exprimé à l'issue du comité central du Parti communiste aujourd'hui, mais la déclaration de Georges Marchais comporte surtout une mise en vedette de l'action des communistes pour dénoncer, dit-il, les objectifs du gouvernement Giscard-Chirac. Il affirme encore que les tentatives pour diviser la gauche ont échoué. Il dit non, résolument non à l'austérité et au sacrifice pour les travailleurs. Le Parti communiste n'a pas l'intention d'attendre l'arme au pied les élections de 78. Il préconise toujours la voie de la lutte pour gagner des soutiens nouveaux à gauche. Georges Marchais tiendra d'ailleurs demain une conférence de presse sur les travaux de ce comité central d'aujourd'hui. L'impôt exceptionnel en faveur des agriculteurs victimes de la sécheresse provoque toujours beaucoup de remous et quelques tempêtes. C'est le 22 septembre que nous saurons le mode définitif retenu pour l'imposition et le 29, nous aurons le montant total de la facture. Les agriculteurs continuent à montrer leur mécontentement. Ceux de la Côte d'Or ont fait défiler 10 vaches maigres devant la préfecture. Et le président du Centre national des jeunes agriculteurs annonce un certain nombre d'actions sous des formes très différentes, dit-il, dans les jours qui viennent pour protester contre les aides insuffisantes et mal ajustées. Oui, mais pour tous ceux qui ne sont pas agriculteurs, il s'agit de savoir où sont les véritables sinistrés de la sécheresse. Dans les conversations comme ça, à bâton rompu, pendant le week-end, il y a toujours quelqu'un qui vous oppose, un exploitant bien nanti et qui n'a nullement besoin d'être aidé. Et ça se termine toujours par cette banalité pourtant si judicieuse, ce sont les petits qui ont souffert, ou même sont ruinés, pas les gros. Jean-François Robinet vous a montré cet été le désastre provoqué par l'absence de pluie. Il s'efforce maintenant de faire les comptes avec un certain nombre d'exploitants. Bien entendu, la France est très variée en situation agricole, vous le savez, variée en surface et en production. Les exemples que nous allons vous montrer ne peuvent pas être considérés comme typiques. Ils ne reflètent pas l'ensemble des situations agricoles. Ce sont des cas personnels rencontrés par Jean-François Robinet avec l'aide des organisations professionnelles. Commençons ce soir par un céréalier. Pas un gros propriétaire, mais un fermier de la Brie qui exploite 125 hectares et qui paie des impôts sur le revenu, oui, comme un tiers seulement, ou un tiers quand même, des agriculteurs français. Lorsque l'on parle céréalier, on pense aussitôt aux riches agriculteurs. Il y en a qui cultivent 200 à 500 hectares. Le premier exemple que nous avons pris se situe dans la bonne moyenne pour la Brie, 125 hectares en fermage. Mais pour M. Guillier, 3 enfants, ce sera une année nulle. Ça se traduit en récolte de blé par une récolte un peu en dessous de la normale, mais enfin disons moins dramatique que ce qu'on pouvait imaginer. Mais en ce qui concerne les betteraves et le maïs, alors là c'est la catastrophe puisque l'on est dans le meilleur des cas à 50% d'une récolte normale. Ah, vous escomptez une récolte de combien d'hectares en maïs? Au 25 quintaux environ. Bien que ce n'est pas encore récolté, ce sera fait d'ici 8 à 15 jours. Et pour les meilleures années? Meilleures années, on est arrivé à monter jusqu'à 65 quintaux dans la région. Et la betterave? Alors la betterave, en moyenne, depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis 17 ans, je fais en gros 45 tonnes. Et cette année, 18 à 20 tonnes. Les rendements sont donc meilleurs en blé que l'année dernière, mais s'annoncent très faibles pour le maïs, la betterave et la luzerne. Le revenu brut de l'exploitation de M. Guillet est descendu de 442 900 francs en 73, une bonne année, à moins de 296 000 francs cette année. C'est moins que les charges, 228 000 francs pour la production, plus les taxes, le fermage et les impôts, total 300 241 francs. Perte sèche prévue en 76, 4 501 francs, sans parler de la baisse des investissements. M. Guillier ne demande pas de subventions, mais des aides fiscales. J'ai payé 31 000 et quelques francs d'impôts. D'impôts directs, sans parler bien sûr des charges, enfin des taxes fiscales ou parafiscales. Alors si vous n'avez pas de revenus cette année, est-ce que vous paierez quand même des impôts? On n'en sait rien, c'est décidé par les impôts selon leur bon vouloir. Ce que nous souhaitons, c'est d'abord une meilleure compréhension de nos difficultés vis-à-vis, de la part des citadins, et en second lieu,
Nous souhaitons des aides, des possibilités de crédit, d'une part, pour faire face à l'immédiat. Et en ce qui concerne donc l'avenir, une meilleure valorisation de nos produits, soit à Bruxelles, soit par le gouvernement, selon les possibilités communautaires. Parce que cette année, vous allez perdre de l'argent. Assurément. D'autres années, vous en avez gagné. C'est vrai également. Donc il y a une balance quand même. Oui, mais enfin, on gagne moins en bonne année qu'on ne perd cette année. À travers cet exemple, on peut penser que le tiers des agriculteurs trouvera une solution par lui-même ou des allégements fiscaux. Les autres, petits exploitants de 30 à 50 hectares en moyenne pour les céréales, devront être indemnisés. On peut envisager une prime à l'hectare, comme les éleveurs en toucheront une à la tête de bétail. Il y a beaucoup de choses dans ce petit reportage. Demain, nous verrons les comptes d'un éleveur, beaucoup plus touché, lui, dans le département de l'Orne. On se gratte la tête au ministère de l'Équipement. Monsieur Jean-Pierre Fourcade, qui a remplacé monsieur Robert Gallet dans le nouveau gouvernement, monsieur Jean-Pierre Fourcade a une importante décision à prendre concernant le péage de l'autoroute A4, c'est-à-dire l'autoroute de l'Est, qui sera totalement achevée et ouverte le 20 octobre. C'est bientôt. D'après un conseiller général communiste du Val-de-Marne, monsieur Guy Poussy, le péage, qui avait été prévu à Saint-Maurice, aux portes de Paris, a été abandonné. Il a été repoussé plus à l'est. Il ne pouvait pas dire, monsieur Guy Poussy, si ce serait avant ou après la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Donc, pas de péage urbain, disait-il, pas de dépenses supplémentaires pour les usagers de cette banlieue, en majorité des travailleurs qui emprunteront cette voie plusieurs fois par jour. Et monsieur Guy Poussy disait, c'est une victoire communiste des élus communistes locaux. Oui, mais voilà, ce soir, nous n'avons aucune confirmation de cet abandon. Nous avons plutôt la confirmation de la perplexité du ministère de l'Équipement. Dans un communiqué diffusé ce soir, une enquête est en cours, comme le président de la République lui-même l'avait demandé fin juillet. On ne prendra de décision qu'après le résultat de cette enquête. Toutes les informations données sur ce sujet sont sans fondement, ajoute le ministre. Je vous rappelle que le péage urbain de l'A4 avait soulevé une véritable opposition des élus locaux. Il y a eu même une sorte de compétition dans la protestation entre ceux de la majorité et ceux de l'opposition, surtout communiste du Val-de-Marne, pour obtenir le déplacement du péage. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la solution qui sera retenue sur l'A4 pourrait faire jurisprudence ailleurs. D'autres villes, d'autres élus seraient alors fondés sans prévaloir. Mais où justement, dans quelle ville, quels sont les péages urbains existants, et puis aussi ceux qui sont en projet, Jacques Poux. Aujourd'hui en France, il existe 2 péages autoroutiers urbains. Il s'agit de l'autoroute de contournement de la ville de Tours, d'une part, et celui de Lyon à Satolas, dans la très proche banlieue lyonnaise. Satolas se trouve sur l'autoroute de Chambéry et la situation est à peu près la même que pour le futur péage de Saint-Maurice, près de Paris, sur l'autoroute numéro 4 vers Nancy. Il existe aussi un autre projet de péage à proximité de Strasbourg, celui de Brumat. Là aussi, on s'attend à des protestations comme dans le Val-de-Marne. La question est en fait de savoir si, oui ou non, les automobilistes qui vont et viennent de leur travail avec leur voiture doivent ou non payer l'autoroute lorsqu'ils habitent les banlieues des grandes villes. Habiter la banlieue est déjà pour certains une ségrégation. En effet, le centre des villes est devenu trop cher pour qu'ils puissent s'y loger. Alors, faut-il, avec le péage au tarif fort, les pénaliser davantage que ceux qui ont, eux, les moyens de vivre dans le cœur des villes? En fait, la construction des autoroutes urbaines revient très cher. Alors, on pourrait imaginer de créer des cartes comme celles des transports publics, valables les jours ouvrables, le matin dans un sens, le soir dans l'autre. Le péage urbain, c'est un peu le même débat que celui du temps de transport à rajouter au travail lui-même. C'est en fait le procès des agglomérations gigantesques et inhumaines. La solution est urgente, mais pas facile à trouver. Oui, puis il y a aussi la question, qui doit payer les autoroutes, ceux qui s'en servent ou tous les Français? Cette semaine va être aussi celle de la ruée pour acheter les dernières fournitures scolaires. Au passage, je vous signale que d'après une enquête de la Confédération syndicale des familles, le coût de la rentrée scolaire 76 serait en augmentation de 12%, c'est beaucoup, sur celui de l'an dernier. Dominique Laurie aura l'occasion de vous parler de ses frais de scolarité dans un prochain journal. Ce soir, je lui ai demandé de répondre à la question suivante, et qui, je le reconnais, n'est pas originale, elle revient chaque année. Pourquoi donc la rentrée scolaire en France
n'aura-t-elle lieu que le 14 septembre, mardi prochain, après 2 mois et demi de vacances, une sorte de record du monde, sans compter les 15 derniers jours de juin où on ne fait pratiquement rien en classe quand on n'a pas d'examen à passer. En Allemagne, les congés d'été sont de 6 à 7 semaines, selon les régions. En Angleterre, c'est environ 2 mois. Chez nous, 2 mois et demi. C'est beaucoup. Et les premiers à dire que c'est trop, ce sont souvent les parents, surtout les mères de famille qui travaillent et qui, à partir du 1er septembre, n'ont pas d'autre activité à proposer à leurs enfants que d'attendre la rentrée. Alors, Dominique Lory, est-ce que c'est vraiment impossible d'avancer, ne serait-ce que d'une semaine, la rentrée scolaire en France? En fait, c'est une vieille histoire. Il y a bien longtemps que les ministres de l'Éducation se penchent sur les longues vacances scolaires. Il faut savoir en effet que les écoliers français ont les plus longues vacances du monde, 2 mois et demi. Les projets ne manquent pas, mais ils dorment dans les tiroirs du ministère de l'Éducation. Pourquoi? Eh bien, ce qui paraît a priori très simple, supprimer d'un trait de plume 8 à 15 jours de vacances scolaires, est en fait une affaire complexe qui touche presque tous les secteurs de l'économie. Un exemple. Si les écoliers entrent en classe le 1er septembre, ils devront quitter leur lieu de vacances vers le 22 ou 23 août. Il faut en effet quelques jours pour se préparer. Or, les hôteliers, qui déjà se plaignent de ne travailler que 4 à 5 mois par an, perdront, dès le 24 août, toute la clientèle familiale et par voie de conséquence, le tourisme s'en ressentirait. Autre chose, on parle souvent d'étalement des vacances. Si l'on réduit les vacances scolaires, ce fameux étalement déjà difficile à réaliser serait, il faut bien le dire, catastrophique. Ou alors, il faudrait, cette proposition a été faite, je crois, l'année dernière, couper la France en deux. Le Nord prendrait ses vacances en juin et juillet, le Sud, août et septembre. Excellente idée, à condition que les administrations, les banques, les grandes entreprises suivent le mouvement et ce n'est pas simple. Enfin, reste l'obstacle le plus difficile, les enseignants. Les professeurs estiment que leur métier est difficile, fatigant et qu'ils ont besoin de longues vacances. Mais ce n'est pas tout. Leur traitement, qui n'est pas très élevé, est calculé sur 9 mois de travail réel, plus 3 mois de vacances, en comptant bien sûr les vacances d'hiver. Si on réduit les vacances, on augmente le travail réel des enseignants, ils font donc aussi augmenter les salaires, et en période d'austérité, cela me semble totalement exclu. Bref, c'est une réforme difficile à réaliser. Et voilà pourquoi notre fille est muette sur cette réduction du temps de vacances des enfants. La qualité de la télévision, ça reste un grand objectif et c'est toujours sous le feu des critiques. Même et surtout celle du sénateur Henri Caillavet qui préside une commission de contrôle de la radio et de la télévision et qui a tenu une conférence de presse cet après-midi pour rendre compte de ses travaux. Jacques Collet lui a demandé si, 20 mois après la dissolution de l'ex-ORTF, quelque chose avait, selon lui, changé dans le domaine de l'audiovisuel. Après 20 mois, dans le domaine des variétés et dans le domaine du sport, de nouvelles erreurs, de nouvelles incorrections surgissent, malgré la bonne volonté des responsables des chaînes. Et j'entends dénoncer ces incorrections. Quel est votre sentiment à l'égard du producteur ? J'ai considéré que les producteurs dans la télévision française, et par comparaison avec ce que j'ai constaté à la RAI ou à la BBC, ne jouaient pas un rôle essentiel, même je dirais qu'ils jouent un rôle superfétatoire, et que pour cela, ils encaissent des émoluments qui me paraissent exorbitants par rapport à leur propre qualité. Or, en France, nous avons de nombreux réalisateurs, trop d'ailleurs sont au chômage. Pourquoi, dans ces conditions, lorsqu'un producteur aurait une idée originale, ne pas lui verser un droit d'auteur pour cette idée, et pour le surplus, pour la création, faire appel aux créateurs, que sont nécessairement et les réalisateurs adjoints, qui, ne l'oubliez pas, sont homologués. Henry Kissinger rencontrera demain matin le président Giscard d'Estaing. Naturellement, il lui fera part du résultat de ses entretiens de Zurich avec le Sud-Africain Vorster. D'autant qu'aujourd'hui se tient à Dar es Salaam un mini-sommet africain entre les chefs d'État concernés par la politique sud-africaine et celle de la Rhodésie. Kissinger et l'Amérique souhaitent que les États blancs de l'Afrique du Sud assouplissent leur politique d'apartheid, bien sûr. Ils souhaitent que dans ces pays soit respectée la règle majoritaire, les droits de la minorité, et aussi qu'on puisse y poursuivre le progrès économique. Très vastes objectifs pour lesquels on recommande 3 qualités, la patience, la bonne volonté et la persévérance. Ça s'apparente au grand et généreux principe, ça ne coûte rien, mais ça ne dit pas grand-chose non plus.
Kissinger a à peine 2 mois pour réussir sa sortie politique à propos de l'Afrique cette fois. 2 mois avant les élections présidentielles. Gérard Saint-Paul. Eh bien, chez Henry Kissinger, il y a toujours la technique et puis la grande politique, très souvent inséparables d'ailleurs. Pour l'instant, en pleine campagne électorale américaine, c'est la technique qui prend le dessus, et en l'occurrence, celle des petits pas de la navette diplomatique qui avait déjà prévalu dans la préparation de l'accord entre Égypte et Israël. Avec John Forster et à la faveur de plus de 10 heures d'entretien en Suisse, Henry Kissinger a et va essayer d'appliquer la même politique, la méthode progressive. C'est pourquoi Henry Kissinger, à l'issue de ses rencontres avec Forster, parle, on vous l'a dit, de patience, de bonne volonté, de persévérance. La situation est trop explosive en Afrique australe pour que Kissinger, en pleine campagne électorale américaine, puisse risquer un vocabulaire plus direct. Il reste qu'il s'agit déjà pour les Américains d'aider à organiser, à préparer l'avènement d'un État rhodésien multiracial. Les chefs d'État africains, a encore dit Kissinger, seront informés immédiatement. Au certes, les Américains font eux-mêmes leur politique africaine. L'Angola et ses conséquences, on l'a bien vu, l'ont prouvé. Cependant, pour Henry Kissinger, la France et le président Giscard d'Estaing sont de bons conseils pour tout ce qui concerne l'Afrique australe, d'où sa visite demain matin à Paris. Mais aussi, le secrétaire d'État américain, reçu à sa demande par le président de la République, sera amené à revenir à la politique pour évoquer un problème qui préoccupe l'opinion américaine en pleine campagne électorale, c'est-à-dire la non-prolifération de l'énergie nucléaire et de ses applications. Kissinger se défend de vouloir parler de la vente au Pakistan par la France d'une usine de retraitement nucléaire. La décision française de créer un conseil de politique nucléaire extérieure au sommet, avec le chef de l'État et le Premier ministre, entre autres, va dans le sens du souci américain, ne pas multiplier les risques nucléaires. Mais plus qu'une concession, c'est une garantie, mais aussi une garantie qui signifie déjà que la France ne reviendra pas sur sa décision de vendre au Pakistan une centrale nucléaire. En Espagne, le président du gouvernement, M. Adolfo Suárez, serait disposé à engager des conversations collectives, bien qu'officieuses, avec un groupe de personnalités représentant l'opposition démocratique, et cela en vue de préparer des négociations formelles entre le gouvernement et l'opposition. Ce sont les termes d'un communiqué qui n'est pas du gouvernement espagnol, mais qui émane de M. Tierno Galván, président du Parti socialiste populaire, communiqué publié aujourd'hui. M. Tierno Galván a eu samedi une conversation de 3h30 avec M. Suárez, au moment où prenait fin le fameux sommet de l'opposition réuni à Madrid. La première réunion ouverte de l'opposition depuis 40 ans. D'autres conversations seraient prévues entre le chef du gouvernement et des représentants de l'opposition. Et selon certaines rumeurs, un entretien entre le ministre des Relations syndicales et les commissions ouvrières pourrait avoir lieu cette semaine. Les commissions ouvrières, syndicats clandestins, ont été longtemps interdites et certains de leurs dirigeants emprisonnés. L'Espagne est vraiment en train de changer. En bref, les autres nouvelles de ce journal. Jean-Claude Narcy. Bien, le temps des vendanges est arrivé, très en avance par rapport aux autres années. Plus les régions ont souffert de la sécheresse, plus les vendanges ont été précoces. Par exemple, le muscadet est très avancé avec 50% de la récolte déjà réalisée. On a vendangé en Champagne. Samedi, premier coup de sécateur dans le Beaujolais. Et dans quelques jours, ce sera le tour de la vallée de la Loire. Enfin, le gros des vendanges se fera à partir du 15 septembre en Alsace, dans le Bordelais et dans le Rhône. Des tableaux de chasse moyens pour ce dimanche d'ouverture dans 20 départements du Midi. Les 500 000 chasseurs concernés ont tiré principalement du lièvre, des perdreaux et quelques faisans. La myxomatose disparaît de plus en plus et les lapins pullulent. Quant au gros gibier, eh bien, on n'en a pas vu beaucoup. Alors dimanche prochain, il y aura l'ouverture générale, sauf en Bretagne, où les fusils, eux, ne sortiront des râteliers que le 19 septembre prochain. Pierre Brousse, en devenant ministre, perd 2 adjoints à sa mairie de Béziers, messieurs Feg et Souleyrol. Ils ont démissionné de leurs fonctions, l'un chargé des sports, l'autre de l'instruction publique. Mais il reste tous 2 conseillers municipaux. Alors, motif de cette démission, l'attitude politique de Pierre Brousse, à qui il reproche d'avoir quitté les radicaux de gauche et d'être entré au gouvernement. Ils vont même constituer une liste d'union de la gauche au municipal pour 1977. Les 80 otages du DC-9 de la KLM sont soulagés. On les comprend, ils sont arrivés cet après-midi à l'aéroport d'Amsterdam, venant de Chypre. C'est la fin du cauchemar, avec les retrouvailles en famille, entre amis, un accueil chaleureux. Une passagère a même déclaré que, redoutant l'explosion en plein vol, certains otages avaient inscrit leur nom sur leur peau, au crayon bille, et cela dans l'espoir que leur corps serait identifié.
Au Liban, les combats se poursuivent sur la plupart des fronts, notamment dans la montagne, tandis que les contacts politiques se multiplient en vue de l'arrivée au pouvoir du président élu Elias Sarkis le 23 septembre prochain. Ainsi, le président syrien Assad reçoit des personnalités libanaises influentes, à l'exception toutefois des représentants de la gauche et des Palestiniens. Les amours égypto-libyennes sont bien changeantes. Après les insultes des derniers jours, Kadhafi affirme à un hebdomadaire égyptien « Sadat, c'est mon père ». Quand on pense que le président égyptien dit du numéro 1 libyen qu'il est fou, c'est une paternité difficile à avaler. Tout ce que je veux, déclare le colonel Kadhafi, c'est un entretien de 5 heures avec Sadat, et cela dans un pays neutre. Dans l'affaire Dassault, enfin, la seule chose dont on soit certain en ce jour anniversaire de la disparition d'Hervé de Vatter, 2 mois exactement aujourd'hui, eh c'est qu'il s'est évaporé avec 800 millions de francs. Cela dit, toutes les hypothèses sont permises, en tenant compte toutefois de la participation au coup de Jean Quay, l'ancien mercenaire, et cela malgré toutes ces dénégations. Le temps, eh bien, aujourd'hui le beau temps s'est rétabli, vous l'avez vu, vous l'avez senti aussi, sur toute la France, et les températures ont marqué partout des hausses sensibles. Ça va continuer demain, après des brumes et des brouillards le matin, surtout en Bretagne, sur le nord-est aussi et sur l'Aquitaine. Eh bien, le temps sera ensoleillé, il fera un peu plus chaud, malgré une matinée fraîche. Le monde des courses automobiles est peuplé de héros morts, de beaucoup de héros morts et de quelques glorieux survivants. Il y a parmi ces derniers un homme qui est en train de forcer l'admiration de tous. C'est l'Autrichien Niki Lauda, champion du monde 75 et qui était en tête du championnat 76 des conducteurs quand il fut victime de ce terrible accident dont vous vous souvenez, le dimanche 1er août sur le circuit du Nürburgring dans le Grand Prix d'Allemagne Formule 1. La Ferrari de Niki Lauda avait quitté la piste. Elle avait percuté le rail de sécurité, elle avait pris feu. Niki Lauda, prisonnier de sa voiture, fut sauvé grâce à l'intervention de ses camarades. Mais il était atrocement brûlé et on se demandait si la course automobile n'était pas terminée pour lui. On se demandait même quel genre de vie allait lui rester. Eh bien, Niki Lauda s'en est sorti grâce aux médecins autrichiens sans doute, mais aussi grâce à sa propre volonté. Et 5 semaines après son accident, voilà qu'il pense à reprendre le volant en compétition. Demain, il devrait tourner sur la piste Ferrari à Modène pour voir où il en est. Et voir si, comme il en a envie, il peut prendre le départ du Grand Prix d'Italie dimanche prochain, seulement, à Monza. Voici Niki Lauda répondant aux questions d'un journaliste espagnol, puisqu'aussi bien le champion du monde a pris quelques jours de repos en Espagne. Vous étiez entre la vie et la mort pendant 2 jours, le saviez-vous? Absolument, je m'en suis rendu compte. Que vous a dit Marlène, votre femme, durant tous ces moments? En fait, les lundis et mardis suivant l'accident, j'étais au plus mal. Je luttais contre la mort. Mon épouse Marlène m'a alors beaucoup aidé, mais lorsqu'on m'a donné l'extrême onction, j'ai ressenti que c'était presque fini. Non, les flammes n'ont pas pris le dessus. Lauda est marqué, très marqué, mais son organisme et son moral ont réagi en sportif, c'est-à-dire en champion. Le miracle s'est déjà produit et Niki Lauda voudrait bien le renouveler. Demain ou après-demain, l'Autrichien fera quelques essais sur la piste privée de Ferrari. Aura-t-il retrouvé au volant toutes ses sensations? Sera-t-il dimanche à Monza? En fait, peu importe maintenant, ou presque. Quand je pense à ces communiqués médicaux sur la santé de Niki Lauda qui nous arrivaient au moment de l'accident, quelques jours après l'accident, et qui disait que pratiquement tout était perdu pour Lauda, eh bien je pense qu'il y a des miracles que l'homme fait tout seul pour lui-même quelquefois. Bravo Niki et continuez. Bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Le prochain journal, en fin de soirée, avec Jean-Pierre Pernaut bien sûr. Au revoir. Merci. Thank you.